Bonjour, c'est Adriana Carambeu. Bienvenue sur In Power. On a passé un bon moment et j'espère que vous allez kiffer notre conversation. C'était génial. Et abonnez-vous. Mais tu es aussi intelligente. Et si j'étais pas intelligente, alors vous allez me jeter à la poubelle? Vous connaissez sûrement son nom, mais connaissez-vous vraiment son histoire? Je suis ravie d'accueillir Adriana Carambeu au micro d'InPower. À quoi elle ressemble ton ancienne vie? Non, mais c'est un cauchemar. Si jamais ma vie s'arrête, ça serait mieux pour tout le monde. C'est le passé. C'est pas votre faute. J'ai rien. Mais j'ai la porte ouverte devant moi. Tu peux entrer. Je suis née pour la deuxième fois. Je veux pas rentrer chez moi, alors je m'adapte. Et d'un coup, on s'est tous dit, waouh, comment on a fait? Pourquoi on a fait ça? Derrière son image à laquelle elle a souvent été réduite, j'ai été particulièrement touchée de découvrir l'histoire d'Adriana, les violences subies dans sa jeunesse, son enfance en pays communiste et son arrivée à Paris sans un sou en poche avant de conquérir les podiums du monde entier. Je perds ma beauté, je perds mon pouvoir. Qu'est-ce qu'ils ont aimé sur toi alors? Tu penses que la beauté dépend de l'âge? Personne n'est obligé de faire ce métier. Mange, sinon tu vas mourir. Ça m'a traumatisée. Tu rentres pas, je peux pas refaire le vêtement pour toi. Moi, tu me mets à la guerre, je vais la gagner. T'en as pas marre? Mais je veux plaire. J'aime plaire. Mais est-ce que c'est pas de l'amour conditionnel? Comment guérir de ses blessures d'enfance? Comment se détacher de la validation masculine? Comment accepter de vieillir dans une société qui glorifie la jeunesse? Ça a été difficile le parcours? Ça m'a détruit. J'étais terrifiée. Qu'est-ce que j'ai foutu avant? Et je suis ravie de vous inviter à rejoindre ma discussion avec Adriana Carambeu. Bonjour Adriana. Bonjour. Bienvenue sur InPower. C'est gentil, merci pour cette invitation. Je suis très contente de te recevoir, notamment à l'occasion de la sortie de ton livre Libre aux éditions Le Duc, qui retrace ton parcours, ton histoire, que les personnes qui nous écoutent ne connaissent pas forcément. On va revenir sur ton histoire, mais avant tout ça, la première question que je pose à tous mes invités, c'est de se présenter de la façon dont ils le souhaitent. Bonjour, je m'appelle Adriana. Je suis la maman de Nina. Je suis une entrepreneuse et une aventurière. C'est quoi ta définition de l'aventure? Je me lance des défis qui me font flipper. Et après, je me surpasse. Et ça, c'est l'histoire de ma vie. Ça me permet de me construire. Et aujourd'hui, ça me rend heureuse. C'est quoi le premier défi que tu t'es lancé? Ouf, mais il n'y a que ça. Il n'y a que ça. Le premier défi que je me suis lancé, c'est il y a longtemps, de m'inscrire à l'université de médecine à Prague. C'était l'université qui a fait ma maman. C'est la deuxième plus ancienne université de l'Europe, je crois. C'était un Graal pour moi. J'ai admiré ma maman qui était médecin, qui m'a raconté des histoires hallucinantes de ses études et ça m'a fascinée. Elle était un modèle pour moi et je voulais faire juste exactement la même chose. C'est que à l'époque, mon père m'a dit qu'il vaut mieux que je gagne l'argent et que je travaille. Donc, de s'inscrire à l'université, c'était pas gagné. Et aussi de passer le concours et d'être admise. Non. Mais c'est vrai, c'était le premier grand défi. Qu'est-ce qui motive cette décision? Qu'est-ce qui te pousse à te lancer dans cette voie alors que tu n'as pas forcément le soutien de ton père, tu n'as pas forcément le soutien de tes proches? Qu'est-ce que tu voulais profondément? Ma mère me soutient. Okay. Ma mère, comme elle voit que j'aimerais vraiment bien faire ce qu'elle a fait elle est fière, elle est contente. Donc j'ai le soutien de ma maman, après mon papa me lâche. Et moi, je veux exercer un métier que c'est le seul que je vois qui pourrait être pour moi. Comme ma maman me raconte des histoires de l'école, j'ai une envie, c'est de découvrir comment le corps humain marche, de quoi c'est fait dedans, et comment, après mes études, je peux soigner les malades. C'était la seule chose que je voulais faire. Comment est-ce que toi, tu t'es soignée? Je fais référence notamment aux violences paternelles dont tu as été victime et dont tu parles dans le livre. Comment est-ce qu'on arrive à se construire avec ça? C'est dur quand on est un enfant et quand quelqu'un vous dit que votre vie va ressembler à rien et que vous êtes bon à rien. Parce qu'un enfant croit ce qu'on lui dit, et surtout que ça vient d'un des parents. Moi, je savais que j'en étais sûre que ce qu'il dit, c'est vrai. Et j'avais juste un seul souci, une seule question que je me suis posée, mais je vais faire comment en fait après? Ça va ressembler à quoi ma vie? C'est pour ça aussi, je me suis dit, bon, peut-être c'est pas la peine que je sois là. Que tu sois là sur Terre? Oui, parce que pour lui, j'étais forcément quelque chose qu'on ne souhaite pas. Et qu'il me décrit précisément à quoi ma vie va ressembler, ça ne donnait pas envie. Je n'avais pas du tout envie de suicide, mais je me suis dit, si je n'étais pas là au hasard, si jamais ma vie s'arrête, ça serait mieux pour tout le monde. Donc comment on s'est construit? C'est un long chemin.
Ça veut dire j'ai écrit ce livre, j'ai 52 ans. Ouais. Mais mon père, je parle de mon père dans ce livre, mais c'est pas le but d'écrire un récit d'un enfant martyr, pas du tout. J'y étais, mais c'est pas du tout le but. J'étais obligée de replonger dans mon passé parce que il faut commencer. Et puis notre passé nous façonne. Mais c'est surtout de dire que justement, c'est pas une fatalité. Et c'est qu'on s'en sort. Mais il faut se pencher dessus et il faut réfléchir, apprendre de notre passé, mais surtout avancer et laisser les valises derrière. Parce que je rencontre des gens qui me parlent beaucoup, qui connaissent à peu près mon histoire et qui me disent à chaque fois, mais moi aussi, j'ai ce souci-là, elle est là et j'arrive pas. Et c'est des fois des personnes qui sont plus âgées que moi. Et c'est tellement triste de voir ça. Parce que on peut pas, non seulement une partie de notre vie était endommagée, on peut pas salir ou laisser aussi notre futur atteindre de cela. On n'a pas droit. Moi, j'ai pas droit parce que j'ai un enfant. Je peux pas être une maman malheureuse pour ma fille. Je peux pas. Et de toute façon, l'histoire de mon père, ça s'est arrêté quand j'avais 30-35 ans, donc c'est fini. C'est que j'en souffre plus maintenant. Pourquoi ça s'est arrêté à 35 ans? Parce que j'ai laissé cette valise derrière. Un jour, tu décides, c'est fini? J'ai vu un psy. C'était quelque chose qui m'a hantée. Parce que, justement, cette manque de confiance en soi, c'est quelque chose qui est pesant. Que je vois que tout ce que je fais, malgré des défis qui sont quand même très différents et improbables, et que c'est juste jamais mon métier, je ne sais pas faire au début des choses, mais je traverse des épreuves plutôt avec un succès. Et à chaque fois, je doute de moi, et c'est fatigant. Et donc, je vois ce psy et il me dit, écrivez une lettre à votre père. Vous l'envoyez ou pas, ça n'a pas d'importance, mais l'histoire de sortir des mots, de décrire des souffrances, aide énormément. Et après, il m'a dit, à partir de ce moment-là, on laisse tranquille. C'est le passé. Vous l'avez pas choisi, c'est pas votre faute. Un papa, on choisit pas, c'est votre sang. Laissez-le derrière. Sinon, vous allez payer encore très très longtemps et je vous déconseille. Et il m'a parlé tellement franchement que je me suis dit, bah oui, en fait, c'est ma décision. Il y a Frédéric Lopez qui m'a dit récemment une phrase qui m'a marquée. Je ne sais pas la reproduire toute exactement, mais à peu près. Quand vous rencontrez quelqu'un, une personne que vous ne connaissez pas, sachez que cette personne a traversé l'enfer probablement plus que 2 fois. Ou dans ce sens-là. Ouais. Je l'ai reçu sur ce podcast, Frédéric Lopez. C'est vrai? Ouais. On a beaucoup de points communs avec Fred. Et du coup, il est vrai. Moi, je mets Bobo à moi, mais tout le monde les a. Et aussi, je me suis aperçue moi-même, j'ai été victime longtemps, enfant surtout. Mais après, j'ai commencé de raconter cette histoire et je me plaignais, j'avais l'impression de me plaindre. Parce que quelque part, c'est vrai. Ouais, mais moi, j'étais malheureuse quand j'étais enfant et c'est pour ça que j'ai pas pu... C'est des excuses aussi, quelque part. Moi, je veux pas. Je veux tout sauf ça. Comment tu arrives à gagner confiance en toi, malgré ce passé qui est quand même lourd? À travers des défis, parce qu'à chaque défi, ça peut être une émission de télé. Je peux mourir de trouille à l'époque. Parce que j'ai rien. Quand je dis j'ai rien... Pourquoi tu le fais alors? Quand je dis j'ai rien, mais j'ai la porte ouverte devant moi. Ouais, tu peux entrer. Et comme la porte s'ouvre devant moi, je peux pas dire non, parce que je suis curieuse. Et j'ai envie de me tester à travers de ce défi. Émission de télé ou un film. Wow, j'ai failli mourir au début. Je parle même pas de la langue. Vous vous rendez compte ou pas? Non, mais c'est que c'est dur. Une émission de télé où moi je suis en guest, il y a longtemps, je parle longtemps. La vitesse avec laquelle vous parlez, vous les Français, c'est inimaginable. Moi j'ai un décalage. J'ai un décalage déjà que je comprends. Ça veut dire que je m'exprime lentement et on n'a pas le temps. Et moi, je souffre de ça parce que ça déforme ma personnalité, ma réponse, tout. Bref, c'est compliqué, mais je m'en sors et à chaque fois j'apprends énormément et c'est à travers de ça, de cet apprentissage, une nouvelle expérience que petit à petit, je peux tasser des informations et je sais ce que je peux faire, ce que je peux pas faire, ce que je veux faire et ce que je peux éventuellement réussir à faire. C'est comme ça, mais c'est lent. C'est important de le rappeler aussi parce qu'à l'ère des réseaux sociaux où la réussite paraît beaucoup plus accessible, beaucoup plus facile, beaucoup plus immédiate, j'apprécie le fait que tu partages que finalement c'est un chemin qui se construit
Et que, voilà, même pour toi, c'est pas arrivé du jour au lendemain, quoi. Non, pas du tout. Mais ça, c'est mon parcours. Parce que vous avez des personnes qui ont, par exemple, la personnalité pour et qu'ils ont choisi. Moi, j'étais dans ce milieu que j'adore. J'ai pris du temps. Et je me suis dit, OK, je suis là. Je veux pas rentrer chez moi. Je veux pas vivre en Slovaquie et vivre ma ancienne vie. Alors, je m'adapte. Si j'ai une qualité, c'est celle-là, je m'adapte. À quoi elle ressemble, ton ancienne vie? Dans un pays communiste, en plus? Non, mais c'est un cauchemar. Pas dans ce sens. C'est très difficile à expliquer aux gens qui n'ont pas vécu, car souvent les gens ont l'impression que c'est inventé, que c'est impossible de vivre quelque chose et que tout le peuple et plusieurs nations acceptent cette manque de liberté d'expression, d'être en prison comme ça pendant longtemps. C'est pas qu'ils quelques acceptent années. ou est-ce qu'ils subissent? Ils subissent, mais quelque part, parce que j'ai vécu aussi le chute du mur et c'était assez rapide et d'un coup, on s'est tous dit « Waouh, comment on a fait? Pourquoi on a fait ça ?» C'est la force de la propagande et de ce système. Donc, c'est une ambiance très, très étrange. Moi, je ne l'ai pas vécu j'en souffrais pas parce que j'étais jeune. Le mur est tombé, j'avais 18 ans. Je me suis pas rendu compte. J'ai vécu dans un pays où, à l'école, on nous a appris que c'est un pays merveilleux, qu'on est très fort, on va gagner toutes les guerres, et c'est nous on a compris comment ça marche, et pas vous. Je vivais dans le bon camp. Moi, j'étais fière de mon pays. Je me suis pas rendu compte. Quelques petits détails, mais c'est des contraintes je pensais de tous les jours. C'était normal. Tout le monde a vécu la même histoire. Donc, je me suis pas rendu compte. Mes parents, bien évidemment, beaucoup plus, car ils ont vécu le 68, mais pas moi. Donc, c'est très étrange. Et après, je suis vite partie à 18 ans. Je suis dans un pays qui est libre, qui est magique. Je m'approprie cette liberté très rapidement. C'est à Paris que tu arrives à 18 ans? À 20 ans. Tu peux nous raconter peut-être cette première année, quand tu arrives sur le sol français, quel est ton état d'esprit? En quoi peut-être le choc culturel est aussi fort? Et quels sont tes souvenirs de cette époque? C'était magique parce que, peut-être compliqué parce que j'ai pas un sou dans ma poche. Je sais pas du tout qu'est-ce que je vais faire. Métier, je sais pas, chez nous, mannequinat n'existe pas. Mais je suis née pour la deuxième fois. Car je suis seule. Il n'y a pas mon père. Et peu importe ce que je fais, je suis responsable de mes gestes. Et personne est là pour me juger. Ils sont loin, mes parents. Et je fais pas de bêtises, parce que franchement, j'étais trop sage et sérieuse. Donc. Mais je gère ma vie pour la première fois et c'était trop bon. C'était chaud, parce que j'arrive dans une autre planète. Ouais. Et tout ce qu'on a appris sur le pays, c'est complètement faux, déjà. Donc tout me paraît incroyable. C'est beau, j'ai ma petite vie, je me démerde comme je peux dans le métier. Ça va prendre du temps à comprendre comment ça marche, mais c'est magique. Comment ça se passe, tes premiers shootings, tes premières opportunités de mannequinat et quand est-ce que ça s'accélère pour toi? Au début, c'est compliqué car j'ai rien. Je parle de photos. Toutes les mannequins, ils ont une espèce de book. C'est un livre des photos. Le cliché. Comprendre d'elle, moi, j'avais rien. Je suis habillée comme un plouc. Car je suis une blédarde. Mais vraiment. Et je vois les filles autour de moi qui sont habillées vraiment. Mannequins, ils s'habillaient à l'époque toutes de la même manière. Un petit haut près du corps. Pantalon, jupe noire, tout noir. Talons. Pas maquillés, mais soignés. Tu vois, on voyait que c'était... J'étais là, moi, avec ma permanente. Non, mais une vieille permanente, ça veut dire là, non, un truc. Et lunettes et des vêtements d'une autre époque. Non, mais je me suis sentie réduite, comment on dit? Pas à ta place? Enfin, déjà pas du tout, mais plus bas que les autres, comment on peut décrire? Humiliée? Rabaissée? On va faire tous les synonymes. C'est pas encore cela, c'est comme si désarmée. Impuissante? Oui. Et surtout, je me suis sentie que j'ai vraiment aucune chance. Et pourtant, j'avais rien à proposer comme si. Elles arrivent et elles sont belles. Et je me suis dit, mais le but, j'ai compris. Et je me suis dit, mais ils vont aimer quoi sur moi? Qu'est-ce qu'ils ont aimé sur toi alors?
Parce que bon, le fait est qu'ils ont aimé. Il y avait un truc. Non, mais c'est que je me suis dit, il faut faire vite car si jamais ça marche pas, je vais être obligée de rentrer chez moi. Et ça, je voulais vraiment éviter. J'étais tellement bien chez vous. Et, mais j'ai interrompu mes études 2 ans. Mais bon, j'avais pas envie. Je voulais au moins essayer. Je me suis dit, j'essaye. Si jamais ça marche pas, je rentre. Mais je voulais essayer, donc je me suis dit, je me donnais tous les moyens. D'abord, je suis partie voir la Tour Eiffel parce que c'était le but. Mon père m'a dit, va voir la Tour Eiffel, tu rentres après, c'est pas grave. J'ai vu Tour Eiffel. Et donc, j'observe. J'ai pas d'argent. J'ai même pas amené un soutif. J'ai oublié même ma brosse à cheveux, j'avais vraiment rien. Mais je me suis dit, je vais essayer. Donc, je me comporte comme elle. J'essaye de faire la même pose. C'est même pas la pose, de me tenir en moi. Joliment. Un truc. Et après, on apprend. On apprend comment. Je pense que l'agence m'a donné un peu d'avance de l'argent. Et du coup, je me suis acheté au moins une tenue qui ressemble à peu près à ce qu'elles portaient les filles. Et avec ça, déjà, je me suis sentie beaucoup plus présentable. Après, ça va assez vite. Et j'ai eu mon premier travail 6 mois plus tard, 7 mois plus tard. Et là... C'était quoi comme travail? Je pars aux Bahamas pour 3 Suisses. J'ai un travail de rêve. Je me promène sur la plage en petite robe d'été, magnifique. Et je gagne un salaire de ma mère qui est médecin qui dépasse 1 an. J'ai dit 1 an dans mon livre, mais je pense que c'était plus. Donc je dis waouh. À l'époque, je pensais vraiment sérieusement que c'est un piège. Et c'est qu'ils vont me vendre d'un trafic humain quelque part. Si, je pensais que ça pourtant, tu continues quand même. Bah oui, parce que j'ai compris que c'était pas un piège. Je suis bien rentrée chez moi après. Ouais. Je me dis, tiens, non, mais c'est un truc de fou. C'est magnifique, ce métier. Tu disais que selon la personnalité, ça peut... la carrière peut changer. C'était quoi ta personnalité à tes débuts? Ma personnalité à mes débuts de mannequinat? Ouais. Docile. Comment je est-ce fais que tout bien. Ta mère te décrirait? Ma mère? Adriana à 20 ans. À 20 ans, sage comme une image. J'étais vraiment gentille. J'espère que je suis toujours, mais pas un sport sage. Une fille extrêmement gentille et sage. Et comment est-ce que tu décrirais Adriana maintenant? Je suis heureuse. Je pense que je suis quelqu'un que je devrais être dès le début. Je suis redevenue qui j'étais quand j'avais 4-5 ans. 3, 4, 5 ans. Parce que ma grand-mère m'a bien décrit comment j'étais. J'étais élevée par ma grand-mère, car mes parents, ils étaient à l'école encore. Quand mon père a commencé, quand on a déménagé avec mes parents et quand mon père commence à avoir l'emprise sur moi, j'ai radicalement changé. Ma grand-mère m'a toujours dit, tu es revenue, et c'était plus ma petite baboulka, comme elle m'a appelée. Car c'était un mécanisme d'autodéfense, je pense. Je me suis rendue invisible moi-même. Comment je suis maintenant, je suis joyeuse, j'aime, je suis heureuse. J'ai pas peur. C'est pas prétentieux comme je le dis, mais je le dis, j'ai peur de rien. Comment t'arrives à ce stade? C'est long. Ouais, c'est long, j'ai 52 balais. J'ai 2 regrets dans ma vie, de pas faire ça avant et de pas faire un enfant avant. Pourquoi t'as pas fait d'enfant avant? Je sais pas. Je pense que c'est quand même lié avec mon enfance et que je me suis sentie pas souhaitée, pas voulue. Et du coup, est-ce que je veux un enfant? Bref. Et aussi, j'avais peur d'être mauvaise mère. Mon père était mauvais père. Je me suis dit, si ça va être pareil, peut-être que lui aussi n'a pas souhaité d'être comme ça. Si c'est juste, ça se trouve qu'il est comme ça. Sa paternité est comme ça. Et si ma maternité était ainsi aussi. Bon, bref, je me pose toujours trop de questions. Anyway. Et c'est ce qu'il m'a dit mon mari, Adam. Il a dit, arrête, stop, je t'arrête, là, on arrête. Tu me fais confiance et tu fais un enfant. Donc c'est lui qui te donne cette confiance. À quel âge c'est? J'ai accouché ma fille à 46 ans. Mais j'ai rencontré Adam, j'avais pile 40 ans. À lui, c'était ma thérapie. Ah ouais. Parce que mon mari, c'est une grande gueule, c'est un Marseillais. Et lui, je me souviens, on était à Paris parce qu'on voulait passer un moment. Il a loué un appartement d'un copain. Et on était pour quelques semaines. Et c'était rue Montorgueil. Donc il y a beaucoup de... Tout près d'ici, ouais. Non, il m'amène là-bas. Je marchais comme ça. Je dis non, je peux pas. Il y a des gens. Il y a des gens. Il me dit ouais.
Tiens, on va manger là. Non, je peux. Il y a trop de monde. Ils vont me voir. Je dis, ouais, ils vont te voir. Ils vont prendre une photo. C'est tu vois. Ouais. Et donc il m'a dit, non, ma fille, tu sais quoi? Tu vas commencer à vivre ta vie. Ah non, mais il était vraiment très, très bénéfique pour moi. Bref, et c'est grâce à lui. C'est lui qui m'a donné encore une fois confiance. Il m'a dit, t'inquiète pas, tu vas être une bonne mère. Ça a été difficile, le parcours, pour avoir Nina? Oui, mais je m'en foutais parce que je dis pas ça dans mon livre parce que c'est quand même compliqué de faire. Fausse que j'en ai pas fait autant, j'en ai fait 3. Mais oui, c'est une déception qui est compliquée à gérer à chaque fois si ça marche pas. En fait, quand je suis partie voir mon gynéco et je suis allée aux toilettes, je vois un poster dans sa salle de bain et c'est marqué « Une femme qui va avoir un enfant après 40 ans, elle a une chance de 6% de tomber enceinte naturellement. » Ça m'a détruit. Je suis rentrée chez moi en pleurant et en plus il m'a dit « Ça va être très, 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 très compliqué. » Et pourtant, j'avais aucun problème de santé. Et donc, à ce moment-là, je me suis dit, OK, je me prépare pas pour un bagarre ou pour une bataille. J'y vais à la guerre. Et quand on sait ça, je savais que dans le compliqué, il y a des filles, il y a des échecs, il y a tout ça. Donc, je savais que ça allait consister à ça. Donc, quelque part, j'étais prête. Donc, les échecs, ils étaient moins douloureux. Comment tu vis ta grossesse? Magique. C'était pas facile, hein. C'était pas facile. Mon Dieu, je dormais assise, en fait. Et je mangeais rien. Je pouvais pas manger. T'avais pas faim ou parce qu'il y avait trop de restrictions? Non, je pouvais pas rien avaler. Mon estomac, j'avais l'impression que ma fille s'assoit dessus. Mais dès que t'es vu, je vomissais pas. Mais j'ai un nez hypersensible déjà tout court. Et avec la grossesse, c'est un truc de fou. Même une table a une odeur. Tout avait... Je pouvais même pas... on avait une maison, et j'étais dans ma chambre. Et après ma grossesse, j'ai plus jamais mis des pieds dedans. Tellement elle avait des odeurs, cette chambre, toujours. C'est fou. Pourtant, franchement, chez nous, ça sentait pas mauvais. Mais c'est un truc de dingue. Et après, j'avais du mal à grossir. Je perdais du poids. Ah ouais? Ça t'a fait peur? Oui, parce que j'ai peur pour mon enfant. Et j'ai accouché au même poids que je suis tombée enceinte. Donc c'était limite. T'es accouchée au même poids? Ah ouais, d'accord. Et 2 semaines plus tard, j'ai perdu encore 11 kilos. C'était un truc de dingo. On l'explique ou on l'explique pas? Mon gynéco m'a dit... J'avais peur pour ma fille, sérieux, parce que je me dis, mais elle va manger quoi? Bah ouais. Et il m'a dit, t'inquiète pas, elle va se servir. Elle s'est bien servie. Mais il m'a dit quand même encore 1 kilo et je sais pas comment on va faire. Parce que, je sais pas. Tu te souviens du jour où t'as appris que t'étais enceinte de Nina? Oui, je fais un test. Et mais comme j'ai quand même vécu. Des fausses couches? Et surtout un œuf clair. C'est très, très, un œuf clair. Ça veut dire sous le test, tu es enceinte. Mais après, il faut faire la prise de sang tous les 2 jours pour voir si le temps d'hormones qu'on cherche monte double. Il faut qu'il double ou triple. Je ne savais pas. Donc, moi, j'étais enceinte, j'étais contente, mais c'était un œuf clair, ça reste rien. Il n'y a rien dedans. Et quand est-ce que tu sais pour sûr que tu es enceinte d'elle? Je me dis, waouh. Mais c'est là où j'ai pas crié la victoire. N'oublions pas que c'est une guerre. Ouais. Elle n'est pas encore là, je savais. C'est vraiment... la grossesse, c'est une angoisse absolue. Et pas que, parce qu'après, ça continue. Les premiers 2 ans, j'avais tellement peur de cette mort subite des nourrissons. J'étais terrifiée. J'avais trop peur. Mais terriblement peur. C'est là où j'avais le plus peur. Et n'importe quel moment de la grossesse, c'est fragile. Et surtout dans mon cas, donc j'avais peur sans cesse. Mais en même temps, j'étais tellement contente. Chaque jour que j'avançais dans ma grossesse, je me suis dit, waouh, chaque jour était une victoire. Quand est-ce que tu as crié victoire? Quand elle est née. Quand elle est née, tu as eu le sentiment que tu avais gagné cette guerre? Je me suis dit, voilà, ouf, elle est là. En plus, je l'ai sortie moi-même. Parce qu'elle sort la tête.
le gynéco m'a dit, vas-y, carrément, je m'assois. Et j'ai sorti ma fille par les aisselles moi-même de moi et je la pose là. Non, mais Waouh. je souhaite à tout le monde. Et c'est à ce moment-là que je suis une mère. Pas avant. Hein. De toute façon, c'est pas avant. Ma sœur, elle était enceinte en même moment que moi. Nos filles, ils ont 3 mois d'écart. J'assiste à son accouchement, je suis 6 mois enceinte. Il fallait pas, hein, d'ailleurs. Mais... non, de quoi te donner envie. Je me suis dit, est-ce qu'on peut reculer? C'était waouh. Mais je demande à ma sœur, alors? Elle me dit, ma chérie, tu sais, tu peux pas savoir. Tu vas savoir le moment. Et c'est tellement vrai. En quoi la maternité est différente de ce que tu imaginais? En tout, non mais en tout. Tu as un enfant ou pas? Non. Tu vas. C'est un tsunami, le plus grand. C'est Big Bang. Je pèse mes mots. C'est un truc de fou. Comment tu fais pour essayer d'affronter ce Big Bang? Ça balaye tout. Ça te change en mieux. Et tu te dis, qu'est-ce que j'ai foutu avant? En quoi ça t'a changé? En tout. Ma fille m'a ajouté une peur qui va rester jusqu'à la fin de mes jours, ça c'est normal, mais c'est une peur qui est belle, qui est normale. Et elle m'a enlevé toutes les autres. D'un coup. Bam, bam, t'avais quoi comme peur avant? Tout, peur de tout. C'est ma peur d'enfance. D'enfance et de manque d'estime de soi. On a peur d'affronter, on a peur de parler, on a peur de dire, on a peur de s'assumer, on a peur de s'exprimer, peur de mal faire, peur de décevoir, peur d'exister, peur de tout. Et d'un coup, parce que je suis une maman, j'ai créé une personne et je suis là, je vais être forte, je peux tuer pour ma fille. Et ça, on se sent fort. Et cette force balaye tout le reste. Et aussi, je veux dire, ça enlève, peut-être que c'est lié, ça enlève aussi un centre de gravité qui était toujours ici, car tout est tourné autour de nous. Tourne autour de moi et ma personne sans cesse. Je suis aussi mon propre fonds de commerce, donc quelque part c'est normal, mais ça fait tellement du bien de le mettre un peu plus loin. Tu partages aussi le fait que pendant longtemps, la validation que tu cherchais tournait aussi autour des hommes. Comment tu t'en es détachée de ça? Mes hommes, je les ai choisis toujours très fortes. C'est des alphas que je veux, moi. Car j'aime cette protection qui m'apporte. Pas l'indépendance. Moi, je suis indépendante dès que je suis partie de Slovaquie. Je suis indépendante. À partir du moment où mon père, quand j'avais 10 ans, m'a dit « Sois heureuse que tu ne payes pas le loyer chez moi », je me suis dit « Ok, t'inquiète, je vais payer mon loyer. C'est pas grave. » Et ça c'était la première chose sur quoi j'ai veillé. Après, là, avec mannequinat, c'est facile parce qu'on gagne l'argent vite. Ouais. Donc, c'était cool. Pourquoi les hommes comme ça forts? Parce que j'aime cette protection. J'aime aussi qu'ils sont capables et sûrs d'eux de prendre des décisions difficiles dans la vie. Car moi, je doute tellement de moi que je veux quelqu'un qui est sûr de lui à côté de moi. Même si j'étais jamais soumise dans mes relations amoureuses, j'ai des hommes qui consultent avec moi, mais je veux être sûre que si jamais moi je ne sais pas, lui il va savoir. Ce qui n'est plus le cas aujourd'hui, car je peux le faire moi-même aujourd'hui, c'est pas grave. Je tiens la rêne maintenant, moi j'en ai pas besoin, mais j'ai toujours besoin des hommes. J'aime les hommes, j'aime l'amour. Sans l'amour, je peux pas moi. Je peux pas exister, ça il me le faut, j'aime. Parce que je trouve que la vie est tellement plus jolie quand on peut la partager avec quelqu'un, c'est tellement plus beau. Donc ça n'a rien à voir. Comment tu réussis à te détacher de cette injonction à plaire qui est partie intégrante de ton métier? Mais je veux plaire. J'aime plaire. Mais c'est pas vital aujourd'hui. Si je plais pas à certains, c'est pas grave. Il faut que ça soit... Je veux pas me travestir pour plaire. Fut un temps, tu pouvais? Oui, je pouvais vraiment faire en sorte pour plaire, même si c'était contre moi. Maintenant, c'est pas grave si je plais pas. On peut pas plaire à tout le monde. C'est vrai. Même avant, c'était décevant pour moi de pas plaire. Et comment, je serais vraiment curieuse de savoir, quand tu as rencontré des hommes dans ta vie, comment tu fais
pour savoir s'il s'intéresse à toi pour autre chose que ton physique? Mais on sait vite. Ouais. On sait tellement rapidement. Parce que la personne... Moi, les hommes que je veux, j'en ai pas eu beaucoup. Mais c'est des... On est twins, on est des jumeaux. Ça, tu peux pas tricher dessus. Avec un mec avec qui tu partages tout, il s'en fout à quoi tu ressembles le matin, hein, ou n'importe quel moment de la journée. Et c'est tellement visible. Je me suis jamais trompée sur ça. Jamais. Moi, je veux un partenaire. Je veux un mec qui m'aime, je veux l'aimer, mais je veux un copain, je veux un partenaire, je veux avoir je veux dire un frère. Mais c'est pas un frère. On va éviter. Non mais tu vois ce que je veux dire. Oui, je Frère, vois. je veux un pote. Un meilleur ami, quoi. Je veux un pote. Je veux quelqu'un avec qui je vais avoir des fous rires. Quelqu'un avec qui on va se régaler à deux pendant un dîner. Si le mec kiffe que ton physique, ça va pas se faire. Hein. Sur quoi elle reposait ta valeur, selon toi, avant Nina? C'est-à-dire, qu'est-ce que j'ai valorisé sur moi? Ouais. Qu'est-ce que tu estimais? Qu'est-ce qui t'a permis de construire cette confiance? Je me suis dit que je suis quelqu'un de profondément gentil, bien élevé, que j'ai respect pour les gens, que je fais bien mon travail, je suis professionnelle. Et du coup, je mérite d'être heureuse et je mérite d'être là où je veux être. Et je mérite aussi de me sentir bien et d'être fière de moi. Et c'est pour ça que je voulais faire ce cheminement, ce travail vers cet endroit où je suis maintenant. On ne peut pas juste se réveiller un jour et se dire tiens, et maintenant je vais être bien dans mes baskets, ça ne se passe pas comme ça. Ouais. Mais on peut réfléchir dessus, on peut toujours gratter pour qu'on arrive jusqu'à cet endroit. Parce que je me suis dit, je mérite cette place. Je ne suis pas quelqu'un de mauvais, je mérite. Quand notre valeur, mine de rien, dépend quand même aussi de notre apparence physique, j'ai le sentiment qu'on n'arrivera jamais à s'aimer ou à se trouver assez bien parce qu'en fait, on n'a pas tellement la main sur ce à quoi on ressemble. Et j'ai l'impression que cette dépendance menace l'estime qu'on peut avoir de soi. Est-ce que tu l'as ressenti comme ça? Non, parce que ma beauté... Tu peux le dire, hein, moi je suis pour que les femmes assument. Hein. Non, mais j'assume, je veux juste en aucun cas que ça semble prétentieux. Oui. Donc, mon physique m'a tellement donné. Parce que moi, j'ai un parcours qui est à part. J'étais quand même maltraitée quand j'étais enfant. Et il m'a fallu entendre et voir les compliments sur mon physique. C'est des caresses qui m'ont permis d'avancer. Même si je le savais qu'ils sont que pour mon physique. Mais c'est pas grave. Parce que ça m'a permis de quand même respirer et d'y aller en avance. Personne ne m'a fait des compliments à part de ma grand-mère avant. Donc c'est important aussi. Quelqu'un m'a dit un jour, « Ah, tu es jolie. Ah, tu as fait une jolie photo. » Mais est-ce que c'est pas de l'amour conditionnel? Non, mais ça c'est complètement... ça c'est même rien. C'est un papier glacé, c'est compliments superficiels. Je savais, hein. Mais ils étaient importants. Et après, moi, j'ai jamais eu aucun souci d'exercer un métier qui est... Je sais pas où on la met dans les catégories. C'est pas un métier manuel, mais c'est un métier où on travaille avec notre corps. Ou d'image. Au contraire, je trouve ça discriminatoire. Ou ça me met hors de moi. Comme les gens me disent mais tu es aussi intelligente. Mais et si j'étais pas? Si j'étais une jolie fille qui mène sa vie, elle est heureuse, je gagne mes sous, je m'occupe de ma famille, je suis entrepreneuse. Et si j'étais pas intelligente, alors vous allez me jeter à la poubelle. Pourquoi chez les jolies filles, on va chercher aussi autre chose? Quand tu t'achètes une voiture, tu veux aussi que ça soit un bateau? Non. On va jamais demander ça à une fille qui est pas belle, comme par hasard. Ouais ou pas? On va quand même lui demander de compenser par une autre qualité. Quelle qualité? On va lui demander d'être drôle, on va lui demander d'être intelligente, sinon on va un peu lui dire tu n'as pas de valeur. Non, si jamais il y a une fille qui n'est pas forcément belle, elle fait son métier, elle est journaliste, admettons. Pourquoi on va lui demander est-ce que tu es intelligente? Non. Oui, il y a un soupçon toujours de stupidité bien sûr, associé à l'image. C'est quand même, les gens, quand ils me disent ça, ils veulent me payer un compliment. Oui. Je comprends. Mais je vois ce que tu veux dire. C'est malvenu. Ne dites pas ça, c'est pas grave. Oui, mais tu vois, je pense qu'il y a un sujet d'indépendance, en fait, qui est sous-jacent. C'est-à-dire que si, par exemple,
ta mère t'avait dit, écoute, oui, fais du mannequinat, mais je sais pas, essaye de finir un diplôme à côté, j'aurais pu comprendre la démarche dans le sens où, en fait, les standards de beauté sont éphémères, les évolutions des styles aussi, et surtout, il y a un jeunisme dans notre société qui fait que la beauté, entre guillemets, a une date de péremption. Donc, je pense que c'est tout ça qui peut faire peur. Si tu vois, demain, Nina veut aussi être mannequin, tu vois, il y a un côté, si demain la mode, c'est plus les filles minces, mais c'est les filles hyper pulpeuses, c'est sûr t'es que mis sur le côté, quoi. Non, mais c'est sûr que ce métier, il est court, déjà. Moi, normalement, à l'époque, les filles, ils avaient 25 ans, 27 ans, c'était terminé. Et c'est pour ça, la suite, moi, je me suis déjà toujours dit, j'ai interrompu mes études 2 fois pour 2 ans. Parce que je me suis dit, justement, ça marche pas, je rentre, je continue. Et je me suis dit aussi, à 28 ans, je vais difficilement commencer une autre carrière. Donc, parce que les études, je les fais quand? Et je vais retourner à la médecine à 28 ans, c'est non, parce que ça dure 10 ans quand même. Donc, je me suis dit, il faut vraiment bosser, parce qu'on gagne beaucoup d'argent dans le mannequinat. Et on peut avoir beaucoup d'argent pour faire autre chose plus tard. Ouais. Beaucoup d'argent, assez d'argent pour recommencer autre chose. Commerce, je sais pas, l'immobilier, I don't know. Quelque chose qui nous tient, qui tient la route et que je peux faire seule. Moi, je ne veux pas épouser un mec qui est riche. Ça, déjà, je sais. Peut-être au hasard, mais c'est pas un critère. I'm the rich man. Donc, c'est pas le critère pour moi. Donc, je pense à ça dès le début. Parce que je suis élevée comme ça. Et aussi, comme je vois qu'il y a des portes qui s'ouvrent, je pense à ça. Parce que mannequinat, comme tu dis, c'est court. Donc, s'il y a la télé, j'essaie, j'y vais parce qu'il y a le futur dedans. S'il y a autre chose, tiens, je veux construire un hôtel, j'y vais parce qu'il y a le futur pour ma fille dedans. Mais c'est normal, je pense que tout le monde pense comme ça. Comment ça a impacté l'image que tu avais de toi-même, le mannequinat? Est-ce que tu as souffert d'un perfectionnisme et d'une exigence qui, je trouve, est parfois propre aux personnes qui, paradoxalement, correspondent le plus aux standards de beauté? Tous les métiers sont durs, tous les métiers ont quelque chose de compliqué. Un métier facile n'existe pas. Pour moi, c'est le meilleur métier au monde, mais il y a aussi ce côté négatif. Comment ça a influencé l'image que tu avais de toi-même? Est-ce que tu aimais le reflet que tu renvoyais dans la glace? Est-ce que ça a amené à des troubles alimentaires parce que y a un contrôle du poids permanent? Oui, comment ça a influencé? Moi, j'avais pas. Chez nous à l'époque, il y avait pas de mannequinat, donc j'avais aucune idée de quoi il s'agit. Après, j'ai très vite compris les règles. Pour personne n'est obligé de faire ce métier. Personne te force. Ça veut dire si jamais, bien évidemment, je veux faire un essayage de vêtements pour un défilé. Il faut que je rentre dans les prototypes de vêtements. C'est des vêtements qui vont défiler. Il n'y a pas des tailles. C'est le 34 à l'époque, ou 36, alors ça dépend des créateurs. Le créateur va choisir ses mannequins par rapport à... Le défilé va être dans 10 jours, tu rentres pas, je ne peux pas refaire le vêtement pour toi. Pour certains mannequins qui étaient connus, on pourrait faire sur mesure, mais pas pour le reste. Donc à l'agence, ils m'ont bien dit. Et au début, j'avais quelques kilos de trop, d'ailleurs, c'est un truc de fou parce que dans ma famille, n'arrêtait pas de me dire quand j'étais maigre toute ma vie. J'entendais que ça. Tu es trop maigre. Mon grand-père m'a dit, mange sinon tu vas mourir. Ça m'a traumatisée. Même quand j'étais enfant, je me suis dit, putain, mais je suis trop maigre, je vais mourir. Et j'arrive ici, il me dit, non, en fait, c'est le contraire. Waouh! Mais je me suis dit, ok, c'est pas grave, je vais rentrer dans cette robe. Et en plus, moi, j'ai la poitrine. Et rentrer, c'est vraiment, ça veut dire qu'il fallait être très, très mince pour que ma poitrine rentre. Bref, je le fais parce que, encore une fois, j'étais pas forcée. Personne ne m'a jamais forcée. Et de perdre 2 kilos ou 3, c'était pas compliqué. Et en plus, il fallait jongler avec le poids. Car pour les catalogues, que je faisais beaucoup, où il y avait l'argent, ou maillot de bain, il faut une poitrine. Donc ça, il fallait avoir 2 kilos de plus. Et pour le défilé, 2 kilos de moins. Mais 2 kilos, qu'est-ce que 2 kilos? En 5 jours, c'est réglé. Donc tu n'as jamais en plus, eu de problème avec ton poids? Non. En plus, je ne suis pas gourmande à l'époque. Enfant, déjà, je ne mange pas. À l'époque, ça a changé. Après, quand j'ai arrêté de défiler, j'ai profité. J'ai même pris beaucoup de poids. Beaucoup. J'étais beaucoup plus en chair que mais maintenant, je suis bien. Je suis bien dans mon corps. Mais avant, j'avais 15 kilos de moins. Donc, Mais c'était facile en plus. Quand on est jeune, c'est tellement facile. C'était pas un poids pour moi, du tout. Mais je comprends que c'est un dictat. Oui. Ça, je comprends. Qui avance, mais doucement. Hein. Est-ce que tu as déjà eu des problèmes de santé mentale? Est-ce que tu es folle? Non, c'est justement my point, c'est, tu vois. You don't have to be mad to have mental health issues. Non. J'étais
Non, j'avais déprimé, tu veux dire ou... Ben, tu sais, il y a de l'anxiété, de la déprime, des troubles alimentaires, des stress post-traumatiques, enfin tout ce qui touche à la mental health, tu vois. Non, j'étais pas. J'avais cette J'ai quelqu'un d'assez. J'ai été quelqu'un qui est inquiet, anxiété, ouais. inquiet. Mais c'est une anxiété de stress ou si tu veux de toujours bien faire. Tu vois, quand je veux faire tourner une émission, je veux bien faire, donc je suis un peu inquiet, mais c'est normal, tout le monde est un peu inquiet. Mais je vais pas. Non, je suis quelqu'un de très calme et solide, bizarrement. Pourquoi bizarrement? Parce que j'ai tellement de fragilité à côté, donc tu peux te dire, elle ne tient pas la route, moi je tiens la route. Moi, tu me mets à la guerre, je vais la gagner. Ça, moi, je suis une battante de dedans, c'est sûr. C'est dedans, hein, ça se voit pas peut-être. Mais non, moi, je lâche rien. Je déteste. Si j'ai des personnes avec qui je travaille, par exemple, ils vont me dire, oh, c'est pas la peine. Ah, je déteste ça. Je déteste lâcher le morceau. C'est impossible. Non, c'est pas possible. Tu dirais que c'était quoi le jour le plus difficile de ta vie? Mon enfance avec mon père, c'est compliqué. C'était compliqué. Parce qu'un enfant, c'est pas géré. Quand tu es un adulte, tu trouves la solution. Mais un enfant, je ne savais pas comment faire. Je ne savais pas quoi faire pour que mon père m'aime. Ça, j'avais pas de solution. C'était désespérant. Et j'ai senti une espèce de tristesse, c'est une bulle dans mon ventre. C'est un endroit particulier où je sens cette injustice, cette manque d'amour. C'est une injustice plus qu'autre chose. Et ça m'est arrivé d'être blessée comme ça 2-3 fois dans la vie par des gens, ça arrive. Et ça revient au même endroit, je ne me trompe jamais. C'est un truc qui m'a le plus blessée. Ouais. Il y a une émission qu'on a retrouvée en préparant cette interview où tu es chez Thierry Ardisson. Et il commence l'émission en partageant tes mensurations. Ça te dérange pas? Mais pas du tout. C'est mon travail. Je travaille avec mon corps. Tu vois, tu parlais du fait... C'est pas rédhibitoire pour moi. Si tu c'est veux. Réducteur. C'est pas réducteur pour moi, du tout. Non, parce que c'est mon instrument. C'est physique. C'est mon instrument. Ça, c'est mon instrument. Comme quelqu'un qui chante, il a sa voix qu'on va écouter. On va lui aussi dire quand est-ce qu'il chante faux. Combien d'octaves il en est capable de faire. J'ai aucun mérite sur mon corps, soit. Mais c'est mon instrument. Donc, mesurez-le si ça vous plaît, je m'en fous. Et le fait qu'il change, ça t'impacte pas? Si, que mon corps change, oui. Bien sûr. Je perds ma beauté, je perds mon pouvoir. Pour une jolie femme, c'est douloureux. Comment tu le ressens? C'est pas maintenant, parce que l'information, j'ai reçue quand j'avais 40 ans. C'est là où j'ai commencé d'avoir ma première ride. Je l'ai vue ici. Donc, c'est celle-là, je crois. Je me dis, what? Donc, vraiment, je vais être vieille maintenant? C'est une information que j'ai absorbée et je m'adapte. Ça, c'est ma meilleure qualité. Je m'adapte à tout. Donc, on s'est dit, OK. Donc, ça va partir? OK. Mais j'ai autre chose, parce que maintenant, je suis mature. Maintenant, je sais faire plein de trucs. J'ai d'autres armes dans mes poches maintenant. Tu penses que la beauté dépend de l'âge? Non, on peut être belle à un certain âge. Et ça, c'est maintenant ma devise. C'est ce que je vais être. Belle à un certain âge. C'est bien aussi. De toute façon. Pourquoi on veut préciser à un certain âge derrière? Oui, pour dire que je ne veux plus jamais être plus jolie qu'à 30 ans. On est d'accord. En fait, pour moi, c'est très subjectif. Tu vois, c'est selon ce qu'on a érigé comme étant des standards, en effet. Mais moi, je sais, je prends cet exemple, ma grand-mère, je ne l'ai jamais connue autrement que vieille, disons-le. Et pour moi, c'est genre une des plus belles femmes du monde. Et limite, si on me l'a montrée à 30 ans, je serais là, mais en fait, non. Oui, parce que c'est tes émotions qui parlent. Ouais. Et c'est joli, bien sûr. Moi aussi, ma grand-mère, je l'ai vue aussi vieille, non, parce que ma grand-mère, quand j'étais née, elle avait 44 ans. Et moi, quand j'ai accouché, j'avais 46. Ah ouais, c'est un truc de fou. Ouais. Mais je te parle de la beauté comme un instrument avec lequel j'ai travaillé. À 30 ans, tu peux mettre à poil, j'ai aucun gêne. Aujourd'hui, ça va pas être pareil, peut-être. Pourquoi? De quoi t'as honte? Si j'ai honte de rien, mais c'est pas le même rendu. Moi, je pense que quelqu'un, quand on dit aujourd'hui, physiquement, je me sens plus belle, je dirais pas ça de cette manière. Aujourd'hui, je me sens plus belle, ça c'est possible,
mais je me sens plus belle parce qu'il y a d'autres facettes. Mais quand on parle de physique pure, si jamais tu me donnes un pouvoir, vas-y, maintenant, tu peux prendre, pas ma personne, mais ma beauté de mes 30 ans, je la prends. Pourquoi? Parce Qu'est-ce que ça va changer dans ta vie? Non, rien, mais juste au choix. Oui, mais il y a bien une raison qui justifie ce choix. Parce que c'était la beauté qui était plus parfaite que celle-là que j'ai. Mais que physique, on parle que de physique. Ouais, que de physique. Si je dois changer ma personne à 30 ans, je la prends pas. Oui, mais si on prend le physique d'Adriana à 30 ans avec la personnalité d'Adriana maintenant, qu'est-ce que ça t'apporte en plus? C'est quoi? C'est tu te préfères dans le miroir? C'est tu préfères le regard que les gens portent sur toi? C'est les opportunités que ça t'ouvre? Oui, bien sûr, la jeunesse, la beauté de la jeunesse, c'est quelque chose d'inestimable. Oui, c'est juste côté esthétique. C'est ce avec quoi on a été nourri, donc en fait c'est normal. C'est les imaginaires qui ont été créés. C'est comme si tu m'avais dit, parce que moi j'ai fait ce métier et je sais que maintenant, par exemple, je peux encore continuer, je le fais, hein, mais une autre manière, si tu me donnes ma beauté de 30 ans, je peux le faire encore 30 ans. T'en as pas marre? Non! Je kiffe mon job. Et encore, là, je travaille vraiment beaucoup. Je pense que c'est le moment où j'aime mon travail encore plus que jamais. Mais ça vient encore, c'est toujours la même chose. Avec confiance en soi, aujourd'hui, je me régale. Car déjà, j'ai pas peur. J'ai fait un tournage il y a 2 jours pour un film et qu'est-ce que j'ai kiffé parce que j'ai pas peur. C'était trop bon. Qu'est-ce qu'il y a encore sur ta bucket list? Bucket list? Bucket list. What is that? C'est la liste des choses que tu as envie de faire avant de mourir. Ah, waouh. Je veux juste une seule chose. Et je peux pas que je porte là. Je veux juste rester là pour être à côté de ma fille. Plus longtemps possible parce que je l'ai eu très tard. Et c'est ma seule crainte. Parce que le reste, j'en ai fait des choses, j'ai vraiment fait. Des fois, je suis dans l'avion. Je me dis, si j'ai très peur dans l'avion. Et si j'avais pas ma fille, je me dis, je peux mourir, j'ai tellement fait. Ça y est, c'est fait. Mais maintenant, je kiffe les défis autrement. Ils me donnent envie. Pas pour me surpasser. C'est pour les déguster. Pour les vivre vraiment. Différemment. J'aime travailler parce que je travaille avec des gens qui sont jeunes. Et j'aime cette énergie des jeunes gens comme vous. Parce qu'ils ont envie de manger le monde. Des gens de mon âge, ils ont tout fait, en fait. Donc, ils sont un peu assis et ils sont un peu dans leur zone de confort. Et moi, j'aime cette faim que vous avez et je fais partie. Je m'incruste et j'aime. T'es la bienvenue. Non, mais ce que j'aime, c'est kiffant, vraiment. Et donc, si je peux continuer de faire ça, c'est cool. Quels enseignements tu as appris au cours de ta vie que tu as envie de transmettre à ta fille? Respecter les gens, respecter soi-même, s'aimer soi-même, d'avoir respect pour le travail, pour l'argent, et de veiller surtout sur son bien-être et son happiness, quand même. Son bonheur. Son bonheur. Parce qu'il ne faut jamais perdre le cap. C'est important. Tu l'as déjà perdu? Je pense pas. Je veux être heureuse. J'en étais trop malheureuse longtemps. Je veux pas. Et on choisit. Ça peut paraître comme un cliché, mais ce n'est pas. On est responsable de notre bonheur. Ah, moi, je suis pas d'accord. Mais, mais c'est le sujet de mon bouquin. Pourquoi tu dis ça? Rien. Comment ça s'appelle? Jusqu'ici, tout va mal. Non. Pourquoi tu dis ça? Ou pourquoi la quête du bonheur ne nous rend pas heureux? What? Parce que je pense que c'est une construction sociale, la quête du bonheur, propre au XXe et XXIe siècle. Parce que si tu regardes historiquement avant, c'était pas du tout un but en soi. Et je pense qu'aujourd'hui, on se fourvoie dans l'idée qu'on peut choisir notre bonheur, que le bonheur est un choix. Je pense qu'on a, dans une certaine mesure, une action, une marge de manœuvre possible dessus, mais que le bonheur, intrinsèquement, ne dépend pas que de nous. Il dépend d'énormément d'autres paramètres, et que si on s'évertue à essayer de l'atteindre, en pensant, en étant dans l'illusion que ça ne dépend que de nous, c'est les meilleurs moyens pour être malheureux. Non, parce que qu'est-ce qui te peut empêcher d'être heureuse à part de la santé? Parce que santé, c'est compliqué. Ou des accidents, ou quand tu perds un être humain. En fait, on n'a pas toutes les pièces du jeu en main. Il peut arriver quelque chose. Tu en as beaucoup. Mais on en a, c'est sûr. On en a. Mais on peut tellement... En fait, je pense que le développement personnel aujourd'hui nous laisse croire qu'on a beaucoup plus la main dessus
qu'on ne l'a réellement. Et donc, du coup, quand la réalité est très différente de nos attentes, ça crée une désillusion qui est très violente. D'accord, mais après, ça dépend moi, demain, si je vais courir 100 mètres, je ne vais pas les courir. Hein, et ça dépend des objectifs. Oui. Mais comme par exemple, tu es dans un couple et tu souffres comme ma mère a souffert 30 ans avec mon père, elle aurait pu partir. Quand tu as un travail où tu es malheureuse, mais tu le fais parce que tu as un salaire et tu te sens confortable, mais tu fais pas le métier que tu aimerais bien faire et tu oses pas, est-ce que c'est pas dans ton pouvoir de le changer? Si. En fait, il y a toujours beaucoup plus de paramètres que mais il y en a, ce qu'on veut bien laisser croire. C'est là que tu peux vraiment changer. Et il y en a beaucoup qui le font pas. C'est dans ce sens où j'ai dit ne perds pas ton cap. Essaye, ou si tu préfères, d'être le plus heureuse possible. C'est jamais parfait. Le monde n'est pas parfait. Le monde, c'est un jungle. Il peut jamais être parfait. Ouais, non mais je suis totalement d'accord avec toi. Il faut agir sur ce sur quoi on a du pouvoir, mais en fait, moi, je trouve que c'est culpabilisant de nous laisser croire que le bonheur dépend de nous. Parce que, par exemple, je sais pas si tu as déjà vécu ça, mais on peut se dire, oh là là, le jour où j'aurais eu tel job, je serais tellement heureuse, ou le jour où, je sais pas, je vais me marier, je vais être tellement heureuse. Et en fait, fondamentalement, ne pas ressentir ce bonheur, et en fait se demander, mais qu'est-ce qu'il y a de dysfonctionnel chez moi? Oui, mais c'est pas à ce point que moi je me lance des défis. Je ne me lance des défis à long shot, one shot comme ça. Non, c'est pas un jour je me marie avec une. Non, c'est dans les chemins plutôt de tous les jours. C'est l'intuition plus qui te mène dans un endroit où tu devrais être. Tu le sens quand même où tu es bien, non? Oui, bien dans sûr. Ta vie. Ouais. Et tu te sens. C'est des petites choses en fait finalement. Ouais. C'est pas des grands trucs, c'est pas des grands rêves, si tu veux, parce que ça, c'est très frustrant, comme tu dis. Mais c'est des petites choses. Et ça, tu peux influencer, et bizarrement, avec des pensées positives et des choses, parce que tu peux faire tout contraire. Et là, ça va t'amener à une merde, c'est sûr. Mais c'est d'avoir cette conscience d'un peu veiller sur ton parcours. Tu t'es déjà senti au mauvais endroit? Oui, mais je pars. Je le sens dans mes tripes que je suis pas bien. Dans les couples, par exemple. D'accord. Je sens que c'est pas bon et je sais que je veux partir. Et t'arrives? Et à chaque fois, c'est le cas. Malgré l'amour que tu peux lui porter? Et j'ai l'amour. Comme j'ai quitté mon premier mari, je l'aimais, je l'aime toujours. Je porte un amour. C'est tellement plus dur de quitter un homme que tu aimes. Ouais. Mais j'étais plus heureuse. J'étais plus bien. Je veux un homme où je veux une relation où je suis tous les jours heureuse. Tous les jours. Toute la connerie. Petit déj, on rigole, on regarde Netflix. Je vais être heureuse. Je veux chercher ça. Parce que je veux ça. Et si c'est pas ça, c'est pas grave. Mais un jour, ça viendra, mais je veux pas faire des compromis, c'est pas possible. C'est quand la dernière fois que tu as fait quelque chose pour la première fois? Oh, il y en a récemment beaucoup. Il y en a plein de trucs. J'ai l'impression peut-être, mais c'est des conneries, hein. C'est vraiment des j'imagine qu'avec ta fille, il doit y avoir plein de premières fois. Avec ma fille, je redécouvre la vie à travers de ses yeux. Je le fais autrement et maintenant c'est... Alors, mais comme tu vas avoir un enfant, tu verras, tu fais des trucs pour la première fois, sérieux. C'est des fois, sur Instagram, c'est tellement drôle que les mamans mettent. C'est tellement vrai. Donc ça, c'est... Waouh. C'est un truc de fou. Tu te dis, non, mais sérieux, c'est moi. Je suis dans cette position, je fais ça. Oui. Et c'est plaisant. Plein de trucs. Des bêtises, des petits détails. Est-ce que tu aurais un livre ou un film ou une œuvre qui t'a particulièrement touché, que tu aimerais recommander aux personnes qui nous écoutent? Waouh. J'adore... C'est pour les amoureuses, hein. Moi, j'aime tellement. Le film avec Barbra Streisand et Robert Redford. The Way We Were, mais je ne sais pas si c'est la chanson ou c'est le film. The Way We Were. Nos plus belles années. Et c'est la musique dedans, là, The Way We Were de Barbra Streisand, c'est un chef-d'œuvre que je kiffe. Et on voit cet amour de cette femme pour un homme qui est beaucoup trop beau pour elle. Et qu'elle sait que ça allait pas se faire, mais il y a une beauté dedans qui m'a touchée. Je recommande. Si tu pouvais entendre quelqu'un à ce micro, qui est-ce que tu aimerais entendre? Ma grand-mère, mais c'est impossible. Ouais. C'est grave? En quelqu'un de possible, du coup. Comme ça, on a les deux. Ma fille, elle me manque. Ma fille me dit plein de bêtises, mais c'est trop mignon. Elle me manque parce que je suis là. Donc, si elle pourrait me dire « Coucou, maman, ça va ?» Et après, elle se barre, hein. Et je lui demandais récemment, Nina, parce que ma maman, tu es la meilleure maman au monde.
Je dis, ah ouais, pourquoi? Parce que tu ressembles à une Barbie. Tu vois? Comme quoi, physique, ça compte. C'est important. C'est important d'être belle. Sinon, elle n'aurait pas dit ça. On l'embrasse. Oh oui. Je vais te poser du coup la question signature du podcast. Ça signifie quoi pour toi prendre le pouvoir de sa vie? C'est vital. Et ça mène au bonheur. C'est ça en fait. Comment tu y arrives? J'y arrivé récemment, c'est récent. C'est un processus, c'était trop loin. Mais petit à petit. Et quand tu sais que tu tiens les rênes de ta vie dans tes mains, c'est jouissif. Pour ça, c'est vital. Parce que je pense si on n'a pas ce pouvoir sur notre vie, on peut déjà pas être heureux et on vit une vie en parallèle. Et on n'a qu'une, je ne crois pas, une deuxième vie, deuxième chance. Merci beaucoup Adriana, c'était hyper chouette d'échanger avec toi. Je recommande vraiment encore ton livre aux éditions Le Duc, Libre, qui sort le 2 mai. Donc je pense que l'épisode sera sorti, enfin le livre sera sorti quand l'épisode sortira. Pour les personnes qui veulent maintenant suivre tes aventures, où est-ce que tu veux qu'on les redirige? Je dirais mon Instagram, c'est très nouveau pour moi, car je suis une personne âgée. Non, mais c'est que franchement, c'est depuis 1 an que j'utilise. 1 an et demi peut-être. Au début, j'avais du mal. Parce que j'avais plutôt tendance de me cacher devant le monde. Mais je pense que c'est un outil assez intéressant pour montrer à ma communauté ce que je fais, justement, qui je suis, qu'est-ce qui me plaît pas. C'est assez sympa. De connexion, ouais. Je mettrai tout ça dans les notes. Et puis j'espère à très vite. Avec plaisir. Merci beaucoup.